dans cette masterclass qui porte la thématique fascinante de l'entreprise face au futur. Et attention, ici, futur est à comprendre au pluriel. Bonjour à tous, je m'appelle Matteo Schmidt, je suis responsable d'études stratégiques chez BPI France, le Lab, qui est le laboratoire d'idées de BPI France. Et j'ai le plaisir de co-animer et d'accueillir aujourd'hui cette masterclass avec François de Jouvenel, délégué général de Futurible. Bonjour François. Bonjour Mathéo. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondu à notre invitation. Alors, nous avons tous les deux une quarantaine de minutes pour parler des futurs, pour parler de l'avenir, pour parler du monde d'après et pour parler des tendances, ou plutôt devrais-je dire méga tendances, avec donc une première partie où on abordera ensemble certains de ces enjeux-là, et une deuxième partie où ce sera aux spectateurs de poser directement des questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser dès maintenant dans le chat. Alors, on y répondra à l'issue de cette première partie, mais bien sûr, si vous voulez les poser maintenant, vous pouvez les poser maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Ah, parfait, merci beaucoup. Donc, pour introduire le propos, l'enjeu, c'est que chez BPI France, le Lab, on s'est aperçu que le rapport des dirigeants face au futur devient de plus en plus complexe, puisque, d'une part, ils se retrouvent à devoir naviguer dans un monde de plus en plus complexe et incertain, et de l'autre, ils font face à un avenir quasiment impossible à prédire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les sujets. On a dépassé les 6 des limites planétaires sur 9. Il y a dans le même temps des tensions grandissantes sur un nombre croissant de ressources, comme l'eau ou les métaux, des remises en question sociétales sur le modèle de consommation actuel et un échiquier géopolitique qui bascule, pour ne citer que quelques exemples. Ces méga tendances, comme on les appelle au Lab, les dirigeants y font face tous les jours, puisqu'ils font des décisions stratégiques dans l'objectif d'avoir un temps d'avance sur l'avenir. Et pour ça, ils portent une vision qu'ils déclinent en plan stratégique, souvent à horizon 3 ans et parfois à horizon 5 ans. Et l'objectif de cette masterclass, c'est de manière introductive aider le dirigeant à se calquer sur ses horizons, court et moyen terme, et même peut-être d'ailleurs à l'aider à voir au-delà pour apprécier un rapport au temps plus long, et ainsi qu'une vision claire et en accord avec les enjeux de notre siècle. Et donc, pour cette première question, je vais me tourner vers vous, François. Comment est-ce qu'on déclenche une posture qui est résolument tournée vers l'avenir ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Merci de votre invitation à participer à cette masterclass. Alors, comment est-ce qu'on déclenche cette posture ? Vous l'avez dit, en fait, cette posture, elle se déclenche un petit peu toute seule aussi, parce que, justement, la plupart des dirigeants, aujourd'hui, sont confrontés à une certaine angoisse face aux différentes incertitudes qui les environnent. Alors, angoisse pour les uns, parfois un peu de stimulation aussi pour les autres, parce que qui dit instabilité, qui dit incertitude, dit effectivement qu'il y a un certain nombre de risques, des domaines de risques, mais qu'il y a aussi des domaines d'opportunités. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des grandes tendances qui sont devant nous, là vous en avez décrit quelques-unes, qui n'incitent pas nécessairement à un grand optimisme, une grande joie. Donc, il y a cette appréciation un peu générale aujourd'hui que l'avenir est assez angoissant. On parle beaucoup d'avenir en fait. On parle beaucoup du futur et en réalité souvent de manière un petit peu angoissante. Et donc, de fait, je dirais qu'il y a quand même aussi une pression un petit peu sociale qui pèse notamment sur les dirigeants pour dire, voilà, il faut quand même vous intéresser effectivement à ce futur et de fait savoir un petit peu de quoi est-ce qu'il est fait, mieux l'appréhender pour ne pas non plus que ces incertitudes soient totalement paralysantes. Alors, l'autre chose qu'il convient de dire, c'est effectivement que pour les dirigeants, s'intéresser au futur, c'est aussi justement essayer de mieux discerner dans ce qui peut apparaître de prime abord comme un océan d'incertitudes, des éléments qui sont effectivement des incertitudes profondes, mais sur lesquelles on peut travailler avec différentes techniques de prospective, justement pour apprivoiser un peu le futur, par des scénarios par exemple, mais aussi un certain nombre de domaines sur lesquels on a l'impression qu'on navigue dans l'incertitude, alors qu'en réalité, on a quand même un certain nombre de connaissances, de points d'ancrage, etc. Donc ce travail sur le futur peut aussi être, d'une certaine mesure, un petit peu rassurant. Donc, amener les dirigeants à s'intéresser au futur, c'est leur dire, en portant un regard un peu plus lointain dans l'avenir que celui auquel vous êtes habitué, notamment dans vos plans stratégiques, vous allez justement récupérer en fait un certain nombre de marges de manœuvre, récupérer aussi un sentiment peut-être de liberté,
que vous n'aviez pas quand vous étiez écrasé par le sentiment que justement tout était imprévisible et incertain. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point important à dire. Puis comme vous l'avez dit, hein, dans beaucoup d'entreprises, il y a des plans stratégiques, alors pas du tout dans toutes, hein, quand même, je viens de dire. La dimension prospective peut aider en réalité à construire des stratégies qui soient vraiment orientées vers l'avenir. On parle de stratégie prospective, hein, tout simplement. Voilà. Je prends un exemple peut-être. Alors, dans le cadre des entreprises, c'est souvent des dossiers qui sont confidentiels, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font ou refont de la prospective, alors qu'elles ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Mais donc je prends un exemple qui est celui d'une ONG. On a travaillé par exemple récemment avec la Croix-Rouge française, voilà, qui grosse organisation qui a besoin de construire des stratégies à 10 ans, à 5 ans, et qui pour cela a besoin aussi de bien comprendre quelles sont les transformations de son environnement stratégique, quel est le monde dans lequel elle va être plongée demain, pour voir quels sont les défis qu'elle va être amenée à relever, et donc se poser un certain nombre de questions sur au regard de ces défis, au regard du monde qui m'entoure et qui m'entourera demain, voilà, qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce que je vais faire demain, à quoi aussi je vais renoncer. Voilà. Et ça, c'est pas toujours évident d'ailleurs pour les entreprises. Donc. Oui, tout à fait, et je suis d'accord avec vous, c'est un exercice qui est assez difficile à réunir, puisque ça suppose beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'incertitudes, comme on avait évoqué précédemment. Et justement, pour revenir vers ce dont on parlait tout à l'heure, les méga-tendances, on y vient, quelles sont les choses que vous pouvez voir arriver et que vous pouvez anticiper à l'avenir? Alors, quand on parle de méga-tendances ou de grandes tendances, alors il y a plein de termes un petit peu généraux comme ça, ou de tendances lourdes, notamment quand on parle de méga-tendances, c'est une très grosse tendance un peu écrasante, je vais vous dire des banalités, c'est-à-dire un certain nombre de choses que la plupart de nos auditeurs et de nos spectateurs connaissent, ou en tout cas dont ils ont déjà entendu parler, mais qui effectivement sont un certain nombre de grandes évolutions, des grandes lames de fond auxquelles on est nécessairement obligé de se préparer parce qu'elles vont structurer de manière extrêmement lourde l'environnement, le paysage stratégique dans lequel l'ensemble des entreprises va évoluer. L'ensemble des entreprises, l'ensemble des administrations publiques, etc. Donc, dans ces méga-tendances, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, la première, la grosse, la méga-tendance, je dirais massue, qui nous fait tous un petit peu peur et qui entraîne aussi un certain nombre de conséquences auxquelles il faut se préparer, c'est évidemment la dégradation des écosystèmes. Quand je dis dégradation des écosystèmes, c'est à la fois le changement climatique, c'est une perte de biodiversité, voilà, c'est un ensemble de phénomènes qui font que l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui, en quelque sorte, n'est plus garanti pour l'avenir. Voilà, on n'est pas certain de pouvoir continuer à trouver un écosystème global et puis des écosystèmes locaux qui correspondent aux conditions de vie auxquelles on souhaite aspirer légitimement. Et donc là, il y a effectivement une méga-tendance qui est une méga-tendance extrêmement lourde. Cette méga-tendance, elle est faite à la fois d'un certain nombre d'irréversibilités, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont là, qui vont se poursuivre dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans, parce qu'il y a une grande inertie des dispositifs qui la créent, je pense notamment au changement climatique. Donc cette méga-tendance, en quelque sorte, il y a des éléments auxquels on va falloir nécessairement s'adapter, contre lesquels il est difficile de lutter. Et donc là, il y a tout un travail de réflexion, au-delà du constat qu'il y a un changement climatique, par exemple, qui est un travail beaucoup plus précis de prospective pour savoir quelles sont les conséquences précises, localisées, etc., qu'on est capable d'anticiper, donc les impacts de ce changement climatique, pour pouvoir donc nourrir, alors pour les pouvoirs publics évidemment, mais aussi pour les entreprises, la conscience de ce qui va changer, et donc aussi la prise en le développement finalement d'un certain nombre de mesures d'adaptation à ces différents changements. Donc là, il y a tout un champ qui aujourd'hui est déjà un petit peu labouré, je dirais, dans l'analyse de la méga-tendance, mais qui est encore totalement à travailler par les différents acteurs qui vont être effectivement soumis à ces changements, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Donc là, il y a plein de choses importantes à travailler. C'est une méga-tendance, mais elle est faite aussi de plein d'incertitudes. Par exemple, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des incertitudes scientifiques. Il y a on a aujourd'hui une connaissance assez faible des effets de seuil, par exemple, qui peuvent entraîner vraiment des basculements lourds dans le domaine climatique ou dans le domaine environnemental. Donc là, il y a aussi un certain nombre de sujets qui font qu'à la fois on est sur une méga tendance avec des éléments assez prévisibles,
Et en même temps, cette méga tendance, elle entraîne aussi une incertitude et surtout une imprévisibilité beaucoup plus grande dans les évolutions de notre écosystème. Donc en fait, on sait avec une relative certitude qu'il va falloir se préparer à davantage de crises. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point important parce que ça veut dire que pour les entreprises, se préparer à cette tendance lourde, ça ne peut pas être juste de la planification d'adaptation extrêmement précises qui vont permettre de se garantir contre ces évolutions climatiques. C'est aussi prendre en compte le fait que des crises, des situations donc imprévisibles vont se multiplier et de savoir quels sont les dispositifs qui permettent de gérer finalement nos entreprises dans un contexte qui peut être un contexte similaire à ce qu'on a vu pendant la crise Covid, hein, on parle des choses assez récentes, encore avec la guerre en Ukraine. Alors, ça m'amène peut-être, pour ne pas être trop long, à parler de la deuxième méga tendance importante aujourd'hui. Je mentionnais la guerre en Ukraine. La deuxième méga tendance, alors j'espère qu'elle est moins irréversible que la première, mais c'est la tendance à l'instabilité géopolitique. Là, on a aussi, on sort en quelque sorte d'une trentaine d'années depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à cette année 2020, une sorte de sentiment de mondialisation un petit peu heureuse d'un cours de l'histoire qui allait vers davantage de libéralisme, davantage de commerce international, davantage d'ouverture des différents pays, des différentes économies. Ce qui apparaissait un petit peu comme un long fleuve tranquille, ponctué d'un certain nombre de crises évidemment, mais qui apparaissait quand même comme un grand mouvement de fond, aujourd'hui est bousculé assez largement par les grandes tensions qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, la guerre en Ukraine qui l'a manifesté de manière extrêmement nette, mais aussi, je dirais presque surtout, les tensions extrêmement fortes qui se manifestent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre la Chine et l'Europe, et surtout ce sentiment finalement que les modes de relation entre les puissances aujourd'hui mettent en avant davantage des logiques de rapport de force et d'affrontement que des logiques de coopération. Donc là, bon, je ne dirais pas que la tendance à fragmentation géopolitique du monde est une tendance aussi lourde que le changement climatique, d'abord parce que je pense qu'on peut davantage agir là-dessus, en tout cas sur du temps court, que sur les effets du changement climatique dans les 10 ou 15 prochaines années. Mais néanmoins, il y a quand même une tendance extrêmement lourde, extrêmement inquiétante, et donc il y a un grand défi aussi qui est d'une part pour les entreprises de pouvoir se préparer à des situations géopolitiques, géostratégiques qui ne sont pas la simple continuation de ce qu'elles ont connu dans le passé, et donc là de travailler éventuellement avec différents scénarios, puis d'avoir des stratégies qui soient aussi des stratégies qu'on appelle aujourd'hui de résilience par rapport à des chocs qui peuvent intervenir demain, sur les approvisionnements, sur les marchés, etc. Il y a des tas de choses importantes qui peuvent se poser. Et donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi de créer les espaces qui permettent quand même aussi de continuer à créer du dialogue, de la coopération, etc., pour chacun à notre niveau, et espérer que ces tensions, finalement, ne se traduiront pas par des lignes de fracture beaucoup plus ouvertes. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième méga tendance importante. Bon, il y en a une troisième, alors je ne sais pas si c'est une méga tendance, mais enfin, il faut parler des technologies aussi quand même. Aujourd'hui, quand on parle de l'avenir, notre métier c'est de travailler sur l'avenir, la première question qu'on nous pose, le premier constat, c'est ceux des transformations voilà, technologiques, et on a l'impression qu'on est tout le temps dans des révolutions technologiques extrêmement importantes. Donc en ce moment, c'est évidemment tout le buzz autour de l'intelligence artificielle, et donc des transformations aussi numériques, des impacts que ça peut avoir sur nos activités, sur les emplois, voilà. Donc, sur évidemment le sort aussi, ou le destin de certaines entreprises qui se posent. Donc sur la dimension technologique, de la même manière, il y a un certain nombre de lignes de force, d'évolution relativement longues, sur lesquelles on peut dire des choses, et puis il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de promesses, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Il ne faut pas se fier à toutes les promesses qui sont faites dans le domaine technologique. Sur la tendance un petit peu lourde, il y a une tendance quand même assez forte à la convergence des technologies, et donc aussi à un certain nombre de progrès qui sont liés à cette convergence des technologies, notamment permises aussi par les progrès importants qu'on a fait en miniaturisation, etc.
ça, j'y reviens pas, c'est des tendances qui sont relativement lourdes. Et ensuite, chaque domaine évolue lui-même avec ses propres dynamiques. Alors c'est vrai que dans le domaine du numérique, on assiste aujourd'hui quand même à des mouvements d'ampleur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on ne sait pas, là où on a des incertitudes assez fortes, c'est finalement les impacts concrets que ça peut avoir sur nos activités, sur les différents métiers, etc. Aujourd'hui, il y a tout un discours qui consiste à dire mais ça va être une déferlante, un tsunami qui va finalement effectivement modifier radicalement, faire disparaître un très grand nombre de métiers. Alors, par rapport à ça, je n'ai pas de réponse, pas de réponse définitive. Je remarque juste que cette crainte d'un remplacement, d'une disparition des métiers ou des emplois sous l'effet de telle ou telle vague technologique est assez récurrente. On revient assez régulièrement dans l'histoire. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, il y avait une étude de 2 Américains, Frey et Osborne, qui avaient notamment identifié qu'avec les développements du numérique, il y aurait, les États-Unis pourraient perdre 47%, je crois, de mémoire des emplois qui existaient alors, dans les 10 ans ou dans les 15 ans qui venaient. Bon, ce qui était une prédiction fausse. En réalité, ce qu'on constate souvent, c'est que ces grandes vagues technologiques, elles ont tendance à modifier le contenu des emplois, des métiers, etc. Elles changent les tâches, elles changent la façon dont on travaille. Évidemment, elles vont faire un peu disparaître quand même certains métiers, je pense. Donc, elles vont transformer les choses. Je ne suis pas absolument certain que ça va être une révolution, en tout cas pas dans tous les domaines, dans tous les secteurs, etc. Mais c'est quand même un changement qui est un changement important. Voilà. Donc ça, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de buzz sur ces questions-là. Il y a des sujets qui me paraissent aussi très importants, dont on parle beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ça nous touche moins directement pour l'instant, mais c'est les progrès qu'on a dans les sciences du vivant, notamment dans le génie génétique, tout ce qu'on est en capacité aujourd'hui de faire. Donc là, on a un certain nombre d'évolutions importantes dans nos capacités à transformer le vivant, qui est une capacité absolument extraordinaire et qui ouvre des possibilités qui sont à la fois peut-être pour certains très exaltantes, mais qui sont aussi tout à fait angoissantes. Parce que le pouvoir qu'on commence à avoir sur le vivant est extraordinaire, tout en ayant une méconnaissance très profonde des effets à long terme que peuvent avoir les actions qu'on mène. Je donne un exemple. On a aujourd'hui la possibilité, par des modifications génétiques, finalement, de faire en sorte que les moustiques ne transmettent plus le palu, ou d'éradiquer les moustiques qui transmettent le palu. Bon, a priori, bonne nouvelle. Voilà. Mais en même temps, on est incapable de savoir, si jamais on mène ce type d'opération qui est ensuite irréversible, de savoir quels sont les impacts à long terme, les effets systémiques de ce type d'approche. Donc là, on est sur une méga tendance, des progrès absolument incroyables dans les domaines technologiques qui nous ouvrent des possibilités d'action qui sont des possibilités d'action vertigineuses. Pour moi, le déclenchement de tout ça, ça a été le travail sur l'atome et la possibilité de développer de l'énergie atomique, mais aussi des bombes atomiques. Voilà, on a une capacité d'action en fait qui est absolument extraordinaire, qui est en capacité de nous détruire, comme aussi évidemment d'apporter un certain nombre de progrès. Donc comment est-ce qu'on va réussir à gérer ça évidemment collectivement, c'est quelque chose qui est une inconnue absolument majeure. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop long sur ces méga tendances, mais voilà, n'hésitez pas à réagir aussi. Dans les autres points qui sont aussi importants, il y a évidemment aussi toute la dimension qui est la dimension, je dirais, liée aux évolutions de la population. Donc là aussi, on a quand même des méga tendances assez fortes. Donc sur les questions démographiques, on a toujours l'impression qu'on est en capacité de prédire un peu ce qui va se passer. Il y a des inerties, il est vrai, assez fortes. Donc on est généralement capable de dire des choses avec une relative certitude sur au moins les 10, 15, 20, voire 30 ou 40 prochaines années. Ensuite, il faut faire attention, on se trompe aussi souvent, même sur les sujets démographiques. Donc là, sur les évolutions démographiques, il y a une méga tendance qui est pour l'instant celle à la continuation de l'accroissement de la population mondiale, avec une question qui va avec, qui est celle que, par contre, les ressources auxquelles on a accès pour satisfaire les besoins ne serait-ce que primaires de cette population, eux, ne sont pas en croissance infinie et notamment sont déstructurés
par les 2 premières méga-tendances que j'ai mentionnées, à savoir, les évolutions, environnementales, la dégradation des écosystèmes et puis les tensions géopolitiques qui entraînent aussi un certain nombre de fermetures finalement, dans ce qu'on a cru pouvoir être un grand marché mondial, y compris sur les biens essentiels. Donc là, on a un peu un effet, ciseau avec une croissance de la population mondiale, heu, développement aussi économique, bon an, mal an, et donc croissance aussi des besoins liés à cette croissance économique au niveau mondial, hein, ce qui peut apparaître aussi comme étant une bonne nouvelle, mais également un certain nombre de ressources qui sont soit plus difficiles d'accès, soit qui se restreignent en termes de quantité. Donc cette grande équation démographique, alors qui n'est pas du tout nouvelle hein, dans la façon dont je la présente, parce qu'il y a toujours eu des inquiétudes hein, sur le fait de pouvoir nourrir la population mondiale, etc. Puis finalement, alors, évidemment, il y a plein de gens qui ne mangent pas à leur faim, etc. Mais la situation, il y a aussi beaucoup de gens qui ont réussi à sortir de la pauvreté hein, dans les dernières années, etc. Donc, en tout cas, cette équation-là, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas terminée. Voilà. Le fait de savoir comment est-ce qu'on va assurer l'eau, la nourriture, mais aussi l'air pur à une population qui est en croissance, qui est de plus en plus urbanisée, qui se situe dans des zones qui sont parfois des zones à haut risque de pollution et à haut risque environnemental aussi lié à la montée des eaux, etc., de fortes chaleurs, est une vraie question. Donc là, il y a aussi à la fois méga tendance démographique, mais aussi lié à cela un véritable enjeu sur l'accès aux services essentiels. Toujours dans les questions démographiques, il y a évidemment aussi le constat que l'on fait que certains pays sont en effondrement démographique. Donc c'est le cas de beaucoup de pays hein, qu'on connaît. Alors le Japon a montré la voie en quelque sorte, mais vous avez aujourd'hui la Corée, vous avez la Chine n'est pas en effondrement, enfin, je sais pas, il faudrait des effets de seuil pour qualifier l'effondrement, mais la Chine aussi est dans une dynamique quand même de perte de population. Les pays européens sont aussi majoritairement dans ce cas-là. Donc on a une situation où vous avez certains pays qui ont tendance à connaître cet effondrement démographique sans qu'on sache véritablement comment ça va pouvoir être géré économiquement et socialement, parce qu'en fait on ne sait pas véritablement comment gérer cela. Et puis on a des pays qui, eux, ont une population qui a tendance à croître très fortement. C'est le cas notamment en Afrique subsaharienne, avec aussi des problématiques justement d'accès aux ressources dans ces zones-là qui sont importantes et des zones qui vont malheureusement subir de plein fouet des changements climatiques dont ils ne sont pas responsables. Donc là, on a aussi évidemment, tout le monde le sait, tout le monde le voit, un grand enjeu migratoire. Mais ce grand enjeu migratoire, ce n'est pas un enjeu qui est juste un enjeu de court terme. C'est un enjeu qui se joue sur un temps extrêmement long. Ça ne veut pas dire que ça va être des flux de migration réguliers, ça va peut-être se passer par crise, ça va sans doute se passer par crise, mais il y a un vrai enjeu quand même sur cette gestion en fait, des migrations, qui sont d'abord des migrations locales, hein, régionales, mais qui aussi introduisent finalement un flux de migration à l'échelle internationale qui n'est pas du tout si évident que ça à intégrer finalement dans nos équations, notamment parce que c'est un sujet qui politiquement en fait est extrêmement compliqué à gérer et qui crée des dissensions importantes au sein de nos sociétés. Voilà. Peut-être une dernière méga tendance, j'ai le droit encore à une Bien sûr. Ouais. Bon, alors une dernière méga tendance peut-être, c'est justement pour parler un peu de société, sans doute une évolution assez forte vers, et qui n'est pas récente du tout, mais qui se perpétue, qui est une tendance à l'individuation, l'individualisation aussi d'un certain nombre de comportements, c'est-à-dire un mouvement un peu général, plutôt positif d'ailleurs, d'émancipation des individus, des différents cadres idéologiques, des différents cadres hiérarchiques dans lesquels ils ont pu, pendant dans des sociétés plus traditionnelles, être davantage plongés. Donc ce mouvement-là, qui est aussi lié au fait qu'on a une population française, européenne, mais aussi mondiale, de plus en plus éduquée, qui de fait a aussi aspire de plus en plus à une liberté individuelle, à des modes d'expression libres, etc. Est une tendance qui est aussi une tendance très lourde. Alors pour les entreprises, on peut se dire, bon, ça c'est très extérieur à mon monde, mais non, parce que ça se manifeste très fortement dans le milieu du travail aussi. Donc comment est-ce qu'on peut prendre en compte justement les aspirations on va dire des jeunes, c'est pas que les jeunes,
ces aspirations un peu générales des travailleurs, peut-être plus affirmées, plus courageusement affirmées dans la jeune génération, à davantage de reconnaissance, davantage de prise en compte des individualités. Et comment est-ce qu'on réussit quand même à créer du collectif avec cela? Bon, moi, je crois que c'est tout à fait possible de le faire, mais ça suppose aussi de la part des dirigeants, justement, d'être en capacité de proposer des modes de participation, des modes d'élaboration des projets, des modes de travail, en fait, qui sont aussi considérablement changés par rapport à des visions très pyramidales qui, en fait, existent encore dans beaucoup d'entreprises, voire s'accentuent dans un certain nombre de cas, notamment sous l'effet du numérique qui permet finalement, certes, de s'exprimer davantage dans son travail, certes, de collaborer davantage, mais qui est aussi un outil de contrôle très développé et qui multiplie finalement les types de contraintes auxquelles les salariés ou les travailleurs doivent pouvoir répondre. Voilà. Donc voilà, cette tendance, cette méga tendance à, je dirais, l'émancipation, une tendance au progrès social finalement, est une tendance très positive, mais aussi relativement fragile et qui aujourd'hui se heurte à la fois, ce que je disais, à l'essor de technologies qui sont parfois un petit peu ambivalentes, à des milieux du travail eux aussi un petit peu ambivalents, et puis se heurte aussi aujourd'hui à un accès à l'information qui voilà, valorise aussi un petit peu les bulles, l'entre-soi, la communauté, et qui peut aller, qui peut manifester un peu qui peut correspondre à des signes faibles d'une tendance justement à de nouveaux enfermements, en quelque sorte. Même si aujourd'hui on parle beaucoup de ces bulles informationnelles, il faut bien voir qu'en fait les gens sont parfois esclaves de ces bulles informationnelles, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi quand même un esprit critique qui n'est pas si peu développé que cela. Voilà, il y a sans doute plein d'autres tendances évidemment à prendre en compte. Ce qui me paraît important aussi pour peut-être le public qui nous écoute, c'est que ces très grandes tendances que je brosse ici, c'est des grandes tendances extrêmement générales. Ce qui est important pour quelqu'un pour un dirigeant d'entreprise ou pour une entreprise, pour un travailleur dans une entreprise, c'est aussi justement de se poser la question de, dans mon environnement propre, dans mon environnement stratégique, ce qui est autour de moi, de manière aussi relativement proche géographiquement, dans mes partenaires commerciaux, parmi mes clients, etc. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change, vers où ça va aller et comment est-ce que ça se branche sur les différentes méga tendances que je viens de mentionner, mais aussi quelles sont les questions que ça me pose à moi en termes d'activité, de façon de faire, etc., etc. Voilà, pardon, j'étais un peu long sur cette question. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et ça montre l'étendue du sujet qui est très intéressante en elle-même. Alors, je me permets juste de faire une petite parenthèse technique. Je tiens à m'excuser à tous les spectateurs qui ont du mal à nous entendre. On nous a dit que c'était OK normalement de poser le casque par terre, mais juste par mesure de sécurité, je vais vous le mettre. On va vous le mettre. Hop. Et comme ça, les gens nous entendront encore mieux. Et donc, François, ce que vous dites, c'est très intéressant. Il faut que je recommence alors. Comment? Il faut que je recommence. Peut-être, hein, si vous n'avez pas entendu, on peut recommencer pendant 45 minutes. Non, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Et alors, j'ai peut-être une dernière question, et ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que du coup, ça pose la question de savoir, ces méga tendances, comment est-ce qu'au niveau d'un chef d'entreprise, on se les approprie. Et vous avez notamment parlé brièvement de votre exemple de la Croix-Rouge, qui est très intéressant. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise qui nous écoutent, notamment de PME et de TI, qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de ressources ou ne sont pas imprégnés dans des réseaux. Comment est-ce qu'ils pourraient se les approprier et décliner ça dans leur plan stratégique? Alors, c'est évidemment une très bonne question et il n'y a pas une réponse unique. Effectivement, la taille de l'entreprise joue énormément dans la façon de pouvoir travailler sur le futur. Voilà. Néanmoins, je pense que voilà, cette préoccupation pour le futur, ce regard tourné vers l'avenir est quelque chose qui est important à la fois dans les petites et dans les grandes entreprises et donc c'est pas un domaine réservé pour les grandes entreprises. Traditionnellement, la prospective, c'est un peu 2 choses, hein. C'est à la fois une attitude, c'est essayer justement de s'intéresser à un avenir relativement enfin plus éloigné que celui auquel on a l'habitude dans nos activités quotidiennes pour se poser la question justement de quels sont les grands enjeux que j'ai devant moi, auxquels il faut que je réponde et donc prendre un peu de recul par rapport à l'actualité immédiate. Donc ça, c'est une attitude. Et puis il y a un ensemble de pratiques qui sont des pratiques professionnelles, qui sont des techniques, des méthodes, etc., voilà, qui peuvent s'agencer justement et permettre de répondre un petit peu à cette préoccupation pour l'avenir. Alors je dirais que l'attitude un peu
tout dirigeant peut l'avoir. Essayer d'avoir ce regard tourné vers l'avenir, prendre un peu de recul par rapport aux activités quotidiennes, se demander dans la conjoncture que je vois, qu'est-ce qui est vraiment important à moyen long terme, qu'est-ce qui par contre est conjoncturel et va passer, mais dont on s'occupe peut-être beaucoup aujourd'hui. Voilà. De quoi est-ce qu'il faut véritablement que je me préoccupe? Ça, c'est une question que je pense tout dirigeant d'entreprise doit pouvoir se poser. Alors, est-ce qu'il se la pose de manière très structurée, avec un certain nombre de méthodes, et cetera? Pas forcément. S'il peut le faire de manière un peu structurée, moi je trouve ça pas mal, parce que ça permet d'organiser effectivement la pensée et en organisant la pensée, ça permet d'être moins esclave aussi d'un certain nombre d'idées reçues, d'un certain nombre de représentations qu'on peut avoir. Ça oblige à se remettre un tout petit peu aussi en question, donc je trouve ça utile de structurer un peu les choses. Dans une petite entreprise, on entend souvent aussi dire, bon, ben, en fait, ce qui tient lieu de cela, tient lieu un peu de vigie et qui permet aussi d'orienter un peu l'embarcation, c'est l'intuition du dirigeant. Bon, mais c'est très bien. Je pense que c'est très bien l'intuition du dirigeant. Il connaît son secteur, et cetera, donc il sent des choses. Je pense aussi qu'il peut s'appuyer quand même sur ses équipes. C'est pas parce qu'une entreprise est petite que ce travail justement d'anticipation ne peut pas être collaboratif et collectif. Voilà. Et donc là, je pense beaucoup, le travail de prospective, c'est souvent pas un travail qu'on fait tout seul, hein, c'est un travail qu'on fait en confrontant des points de vue, en confrontant des regards sur les mêmes réalités, justement pour pas être trop esclave des idées reçues qu'on peut avoir. Et donc là, je pense que ce travail un peu collectif, notamment dans des petites structures dans lesquelles justement on est tous un peu embarqués dans la même, voilà, sur le même navire, ça peut être important. Et donc ça s'organise, et il faut l'organiser évidemment au regard du temps disponible, de la taille de votre embarcation, et cetera. On ne fait pas la même veille sur l'environnement, on n'a pas le même radar ou le même système de vigie si je suis dans une barque de pêche et si je suis sur un navire de guerre. Donc là, évidemment, les moyens sont importants, mais je pense que voilà, se poser la question, consacrer un petit peu de temps toutes les semaines, tous les mois, voilà, ou au moins une fois par an, à se dire, bah, tiens, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui bouge dans mon environnement stratégique? Quelles sont les questions que ça me pose et comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ces évolutions-là? Ça me paraît être quelque chose de simple, qui mérite pas, nécessairement un outillage complexe, qui n'a pas, on n'a pas besoin d'avoir, des tas de consultants qui travaillent pour vous pour, voilà, nourrir cette attitude et ce processus de questionnement, et ça me semble important. Voilà. Et ensuite, c'est bien de pouvoir se nourrir d'un certain nombre d'analyses qui existent, et cetera, si on en a le temps. Mais déjà, s'appuyer sur ce qu'on voit, ce que voient les équipes, c'est déjà bien. Voilà, donc là, c'est un minimum. Ensuite, quand on est dans des structures de plus grande taille, qu'on a un tout petit peu plus qu'on a des équipes, qu'on a des directions de l'innovation, des directions de la stratégie, des directions, de la recherche et du développement, bon, voilà, différents organes, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, différents organes qui finalement sont amenés d'une manière ou d'une autre à travailler sur le long terme. Là, on a besoin, je pense, d'avoir, d'outiller un tout petit peu la réflexion. Donc, d'abord, de disposer d'un certain nombre de contenus, hein, d'éléments de réflexion sur l'avenir qui peuvent nous nourrir. Donc, des éléments alors un peu généraux, comme j'ai présenté tout à l'heure, mais aussi des éléments beaucoup plus spécifiques par secteur d'activité, par géographie, etc. etc. Donc là, il faut travailler. Et puis, il est aussi important d'avoir des processus qui soient bien structurés dans les organisations, pour pouvoir justement organiser cette réflexion sur le futur et puis aussi la partager. Parce que c'est aussi en travaillant en permanence, sur ces sujets, du futur que finalement on transforme un peu les représentations qu'on se fait de l'avenir, et cet effet-là est extrêmement important dans une organisation. Heu, on nous pose souvent la question, de dire: «Bon, ben, pouvez-vous nous montrer des exemples d'entreprises, qui, voilà, qui ont pris la bonne décision grâce à de la prospective?» C'est souvent assez difficile de dire ça. Par contre, on voit de manière très nette le fait que des organismes qui ont une activité de prospective, soit permanente, soit un projet un peu long et structurant de prospective, finalement, vont prendre un ensemble de décisions, un ensemble oui, de décisions, mener des actions qui vont leur permettre d'être davantage préparés à ce futur, sans nécessairement qu'on soit en capacité, de bien faire le lien de manière exacte entre le travail de prospective et puis les décisions qui ont pu être prises. Même si on a quand même quelques exemples évidemment de choix, d'innovations qui ont pu être développés par des entreprises et qui ont pu être tirés en quelque sorte par des travaux de prospective. Voilà, donc je réponds peut-être pas complètement à votre question, mais à mon avis, quelle que soit la taille de l'entreprise, se poser la question de: «Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Qu'est-ce qui est relativement certain? Qu'est-ce qui est incertain?
Qu'est-ce que je fais par rapport à ces incertitudes? Qu'est-ce que je fais par rapport à ces certitudes? Ça me paraît vraiment important. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et alors, on va clore cette première phase d'échange et on va ensuite donc, commencer à répondre aux questions du public. Et vous pouvez donc désormais continuer à poser vos questions. Alors, j'en avais lu une qui était assez intéressante et qui posait la question des sources d'inspiration. Lorsqu'on est dirigeant ou même lorsqu'on est une personne du grand public, comment est-ce qu'on s'alimente de ces méga tendances en dehors des médias traditionnels? Alors, bon, d'abord, je fais une page de pub, il faut aller regarder le site de Futurible, voilà, ou le site de BPI France, le lab. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil. Il y a un certain nombre d'organismes qui produisent des travaux de prospective, donc au-delà de nous, et qui peuvent être des sources d'inspiration. C'est très important que vous ayez mentionné ce terme d'inspiration, parce que, étant donné qu'il n'y a pas de science du futur, il n'y a pas non plus, une institution qui va vous dire la vérité sur le futur ou ce qu'il faut penser du futur. Donc, on a toujours, il y a beaucoup de travaux sur le futur, mais qu'il faut toujours lire avec un tout petit peu d'esprit critique et en regardant toujours bien qui les a construits et comment. Puisque tout discours que je vais avoir sur le futur est aussi une manière d'influencer l'avenir. Donc, il y a toujours, voilà, un travail, d'esprit critique à avoir par rapport à ce qu'on peut lire sur le futur. Alors néanmoins, il y a des grands travaux de prospective, on a parlé tout à l'heure, mais il y a les travaux notamment, les Global Trends qui sont faits, tous les 4 ans, par les services de renseignement américains qui font un gros rapport, voilà, de prospective à chaque changement, en fait, de président américain pour, décrire à la nouvelle administration, quelles sont les grandes évolutions du monde à venir et donc, voilà, présenter un peu le paysage, du monde dans lequel va se trouver, en responsabilité la nouvelle équipe, américaine. Donc ça, c'est un travail de prospective qui est aussi un travail d'influence évidemment, mais qui est néanmoins un travail de prospective très sérieux, très intéressant à regarder et cetera. Au niveau de la Commission européenne ou de l'Union européenne, il y a aussi pas mal, d'institutions, le Joint Research Center par exemple ou d'autres institutions auprès de la Commission, européenne aujourd'hui, et du Parlement, qui produisent aussi des rapports de prospective, hein, qui produisent aussi des conférences, voilà, une conférence qui s'appelle Espace par exemple, qui, régulièrement donne un certain nombre d'informations et de travaux sur le futur. Donc voilà, il y a des organes un peu institutionnels, officiels, hein, qui produisent des travaux de ce type-là. Ensuite, il y a aussi des cabinets de consultants qui produisent des panoramas de tendance. Alors voilà, là, il faut vraiment regarder ça, un peu avec, attention parce qu'il y a un peu une économie de la promesse là-dedans aussi, il faut faire attention à voilà, à avoir un peu d'esprit critique sur ces différents travaux. Ensuite, le monde qui nous entoure est aussi, plein, d'informations, sur ce qui pourrait se passer demain, hein. Donc là, c'est aller rechercher les signaux faibles dans ce que vous voyez au quotidien, quand vous avez un regard un peu curieux sur ce qui nous entoure, sur les nouveaux modes de mobilité, sur ceci ou cela, sur les nouveaux modes vestimentaires, sur la façon de se comporter des gens. C'est aussi très intéressant, de pouvoir s'inspirer à partir de cela. Le voyage, aller regarder dans d'autres secteurs aussi ce qui peut se passer dans d'autres territoires, voilà. Et puis évidemment, aussi tout ce qui est, travail plus créatif, donc la science-fiction, les, travaux, des artistes qui souvent, sont, un peu des éponges sur ce qui est en train de se passer dans, leur environnement proche et retranscrivent un certain nombre de choses de manière un peu créative et imaginative, mais ce qui permet souvent aussi d'aborder le futur de manière un petit peu décomplexée par rapport à des approches, purement analytiques. Donc nous, on aime bien avoir des approches à la fois analytiques et puis aussi des regards un peu décalés, justement, liés à ces imaginaires, du futur, plus créatifs. Et ce que vous dites, c'est intéressant, puisque, alors c'est vrai que le thème de cette masterclass, ce sont des méga tendances, mais est-ce qu'il existe peut-être plus des signaux faibles, des signaux de fond qui sont un peu plus difficiles à percevoir? Alors oui, évidemment, alors ce que je disais tout à l'heure, hein, le monde qui nous entoure, regorge de, phénomènes, d'événements, qui peuvent nous interpeller, dont on se dit: «Bah, tiens, mais voilà, de quoi est-ce que cela est révélateur comme, comme changement? Ça rentre pas dans, finalement les cases de nos grandes tendances, donc qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça décrit aussi comme, nouveauté en train d'apparaître?» Donc la recherche de ces signaux faibles, c'est, une grande partie du travail des prospectivistes. Donc, être un peu à l'affût de ces signaux faibles, se dire: «Tiens, ça m'interpelle, ça rentre pas dans mes cases. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour demain? En quoi est-ce que, ça, nous pose question?» Voilà, donc nous, on le fait, je sais pas, hier, voilà, on repérait à Futurible qu'il y avait certaines collectivités locales qui avaient de plus en plus de mal à s'assurer,
Voilà, parce que justement à cause des nouveaux risques, liés au changement climatique et cetera. Bon voilà, signal faible, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire demain? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inassurables? Comment est-ce qu'on va faire face à ces risques inassurables? Beaucoup d'entreprises se posent ces questions-là aussi. Donc voilà, on repère un certain nombre de faits et à partir de ces faits, on se pose des questions. Très clair. Et donc, une question du public aussi également, qui posait la question, comme vous aviez soulevé ce point-là, de la position d'un responsable de la prospective au sein d'une entreprise. Est-ce que vous pourriez aller plus dans le détail sur ce point-là, sur la pertinence d'avoir quelqu'un qui est dédié à ce poste-là? Alors là, ça va aussi dépendre quand même de la taille de l'entreprise, mais c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui incarne un peu cette fonction prospective parce que bah, ça oblige à la faire vivre. Parce que si jamais cette fonction prospective, c'est celle du dirigeant et puis c'est un peu celle du directeur R&D et puis c'est un peu celle du monsieur innovation et voilà, on risque de se retrouver avec, une prospective qui a tendance à disparaître, notamment parce qu'elle va être grignotée, par la gestion des urgences. Voilà. Donc le fait d'avoir, un ou une responsable de la prospective dans une organisation, c'est important parce que de fait, ça permet quand même de pouvoir, bah, voilà, se dire qu'on a quelqu'un qui va faire vivre, dont vraiment la feuille de route, c'est de faire vivre cette réflexion sur le futur. Par contre, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que cette personne responsable de la prospective, soit la seule en charge, enfin, soit la seule à faire de la prospective. Si on fait de la responsable de la prospective doit passer une partie de son temps à travailler sur des contenus, mais doit passer une grande partie de son temps, la majeure partie de son temps, à être en interaction avec les autres composantes de l'entreprise. Voilà. Le risque, ça serait de croire que c'est elle qui sait ce qui va se passer. Pas toujours le cas. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, surtout dans une petite entreprise qui n'a pas forcément, comme on l'avait dit plus tôt, les ressources pour déployer ça en interne. Mais comme vous le dites aussi, la prospective, c'est une démarche qui est à la portée de tous. Oui. Alors pour les petites entreprises, je pense vraiment que c'est aux dirigeants, hein, d'être quand même, voilà, les porteurs de cette réflexion-là. Mais je pense que s'ils cherchent à la susciter, au sein de leurs équipes, et ben, ils trouveront, beaucoup d'énergie, pour pouvoir la porter. Ça ça donne envie la prospective la plupart du temps. Ça donne envie et par ailleurs, c'est aussi une formidable, force d'émancipation pour un collectif. Donc, si vous mettez votre équipe à réfléchir un peu à l'avenir et cetera, ils vont avoir des idées en fait. Ils vont avoir des idées, ils vont faire des choses, ils vont entreprendre des choses. Donc, peut-être qu'ils se tromperont sur ce qu'ils vont vous dire sur demain, mais la dynamique sera bonne. Et alors, donc, il nous reste à peu près 3 minutes pour commencer à conclure sur un mot de la fin. Vous aviez tout à l'heure parlé des ressources vers lesquelles les personnes pourraient se diriger pour s'alimenter de prospective. Vous avez notamment cité donc ce rapport qui est aussi édité dans un livre, il me semble, Le Monde en 2040 selon la CIA, qui est réactualisé tous les 5 ans Mmh. à chaque élection de nouveau président. Vous avez aussi cité le Strategic Foresight Report de la Voilà. Commission européenne. Mmh. Et aussi, donc, profitons-en pour parler du rapport Vigie de Futurible qui, pareil, il me semble, tous les 3 ans, c'est ça? Alors tous les 2 ans normalement, Tous les deux voilà, ans, quand on très prend bien. pas de retard. Voilà. Alors, nous, de notre côté, chez BPI France Le Lab, on sort aussi une étude qui, plus ou moins tous les 2-3 ans, quelque chose comme ça, qui parle. Alors, on a commencé à parler de tendances majeures, mais on parle bien de méga tendances qui sont à peu près la même thématique. Et il y a toute une multitude de ressources qui existent sur Internet. L'autre jour, je venais de tomber aussi sur un rapport du CIFS, du Copenhagen Institute for Foresight Studies. Vous voyez, il y a beaucoup de ressources qui existent en anglais également, parce que la prospective, c'est quelque chose qui est très présente dans tous les autres continents du monde. Euh, et alors, peut-être François, je regarde s'il y a peut-être 2 dernières questions. La première, c'est quelles seraient les typologies de livrables auxquelles on pourrait s'attendre à la prospective? Donc, on a notamment parlé de ces grands rapports de plusieurs pages qui parlent de la prospective. Est-ce qu'on peut imaginer ça sous une autre forme? Alors oui, oui, oui. Il faut des livrables qui soient adaptés au public auquel vous vous adressez. Si jamais votre objectif, parce que bon, en fait, ce qu'on voit de la prospective, c'est effectivement les rapports qui sont diffusés, etc. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg. La plupart des travaux de prospective sont des travaux de prospective à dimension stratégique, qui sont internes aux organisations et qui ne sortent pas. Parce qu'ils ont une grande valeur en interne. Ou alors il y a une partie qui sort, voilà, pour montrer qu'on a réfléchi, mais il y a aussi toute une partie qui est beaucoup plus confidentielle. Donc là, moi, ce qui nous intéresse dans la prospective, c'est comment est-ce qu'on construit une réflexion sur le futur qui est susceptible d'entraîner des décisions et des actions. Donc il faut avoir des formats effectivement de livrables, comme vous le dites, ou de diffusion, de discussion sur le futur qui soient adaptés au public avec qui vous travaillez. Le,
le ministère des Armées en France fait des films de science-fiction. Bon, bah, voilà, c'est intéressant. Donc il faut, des vidéos, très bien, il faut avoir les moyens aussi. Le PowerPoint est un outil, qui peut être aussi un livrable, utilisable en prospective. Ce qui me paraît très important, c'est d'avoir toujours un livrable, alors écrit. Moi, j'aime bien l'écrit et puis ça donne un peu de rigueur au raisonnement, donc ça oblige à poser un peu les choses. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir, des interactions orales, qui permettent de mettre en discussion ces différents éléments. Donc en fait des workshops, des ateliers de travail en bon français, qui permettent de travailler sur, les éléments du futur, de savoir qu'est-ce qu'on en fait concrètement, comment est-ce qu'on les prend en charge. C'est pour moi le meilleur outil de diffusion, voilà, C'est pour clair. impliquer les acteurs. Alors, merci beaucoup François. Alors, il nous reste tout juste quelques secondes avant la fin de notre masterclass. Donc jusque-là, je tenais à remercier tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Je ne sais pas si on va être coupé à l'instant, mais je propose bien sûr à tous ceux qui ont encore des questions de continuer l'échange. Je vais diffuser une slide qui, bien sûr, met le moyen de contact. Je ne sais pas si vous la voyez, mais si jamais vous avez des questions pour continuer l'échange et si vous avez des questions sur la prospective, surtout, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Peut-être François, un mot de la fin? Mais écoutez, merci de nous avoir suivis, puis à très bientôt et merci Mathéo. Merci beaucoup François, et à bientôt.